Pierre Vinicki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Trust Inside. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit. C'est un cabinet. C'est une entreprise qui a pour vocation de diffuser, de déployer, de mettre en œuvre un modèle, une méthode et des outils qui contribuent à mesurer et à renforcer, in fine, la confiance partout où celle-ci, cette confiance, est défaillante, insuffisante et sur laquelle il est nécessaire d'agir concrètement. Alors justement, Pierre Vinicki, est-ce que et pourquoi surtout les citoyens ont perdu confiance en leurs élites à l'égard de leur responsabilité politique et de leurs dirigeants de manière générale? Je pense notamment aux organisations et dans les entreprises particulièrement. Eh bien parce que, bon évidemment les causes sont multiples, mais parce que la confiance est et reste aujourd'hui une notion très incantatoire, très Yaka Faucon, faites-moi confiance, je vous fais confiance. Ce sont des mots que l'on retrouve en permanence de la part de dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. Il ne faut pas les décréter? Non, ça ne se décrète pas. Si je vous dis, Pierre Vinicki, que vous m'inspirez confiance, peut-être que je me trompe, c'est ça? Ah non, là vous aurez parfaitement raison. Mais plus sérieusement, non, venant comme ça, je ne pourrais que m'en réjouir, si je puis dire. Mais en tous les cas, du point de vue d'un dirigeant, quel que soit son niveau d'ailleurs, il ne suffit pas de le dire pour que ça marche. Il faut agir dessus. Et pour agir dessus, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et justement, c'est tout ce travail que nous avons tenté de mener depuis un certain nombre d'années. On a mené quand même 3 ans de recherche et développement qui ont mobilisé une centaine de personnes pour comprendre de quoi on parle. C'est quoi la confiance et son corollaire, la méfiance, ou ses corollaires, la méfiance ou la défiance. Est-ce qu'il y a une rupture, Pierre Vinicki, une rupture irréparable, une fracture incurable dans le contrat de confiance entre justement les citoyens et les élus, entre les collaborateurs et les dirigeants d'entreprise? Ah, qu'il y ait une fracture, oui, alors heureusement pas partout, ça dépend des personnes, on ne peut pas non plus généraliser, mais qu'il y ait une fracture, oui. Maintenant, qu'elle soit inéluctable, non. Encore faut-il justement se rendre compte qu'on peut agir dessus. Et que, premièrement, donc, pour agir dessus, encore faut-il savoir objectiver de quoi est composée cette confiance et cette méfiance. Il faut savoir la mesurer pour pouvoir agir dessus très concrètement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième dimension qui implique aussi une notion de mesure, c'est d'être capable de démontrer que travailler sur la confiance, ça sert à quelque chose. Parce que si c'est uniquement pour se faire plaisir, pour être bien vu, ça ne suffit pas. En tous les cas, des dirigeants aujourd'hui, pour mettre en place du temps, des moyens, de l'argent, il faut qu'ils soient sûrs que ça leur serve à quelque chose. Donc cette notion d'étude d'impact d'une démarche sur la confiance, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur pour que effectivement ça se diffuse le plus largement possible. Comment est-ce qu'on passe, Pierre Vinicki, de la confiance aux actions, à l'acte? Eh bien, on passe de l'un à l'autre, comme je le disais, en étant outillé. Il ne suffit pas d'en parler, il faut mettre en place des méthodes et des outils qui permettent d'objectiver les facteurs qui constituent la confiance et d'être capable d'identifier exactement où on se situe individuellement, collectivement, au niveau d'une équipe, d'une entreprise, d'une institution, d'une école ou au-delà, d'être capable exactement d'identifier comment on se situe sur les différents facteurs constitutifs de la confiance. Encore une fois, ça commence par l'objectiver, puis la mesurer, puis agir. Quels sont les indicateurs justement de cette confiance, de la confiance? Bah écoutez, nous on a identifié, donc le fruit de ce travail dont je vous parlais, a conduit à élaborer une modélisation qu'on a appelée l'arbre de confiance, qui a identifié 7 principaux facteurs constitutifs d'une culture ou d'une société de confiance, qu'on se situe à l'échelle d'une personne, d'une relation interpersonnelle, d'une équipe, d'une institution, d'une entreprise ou au-delà. Et donc il y a 7 dimensions, 7 facteurs comportementaux, 7 types de pratiques ou de postures qui toutes, mises bout à bout si je puis dire, ou intriquées les unes dans les autres, contribuent à nourrir de manière plus globale une culture ou des pratiques de confiance. Si vous voulez, je peux vous en citer 1 ou 2 exemples. À titre effectivement d'illustration, oui. Alors, l'une d'entre elles, je vous en citerai une qui est très, très problématique bien souvent, c'est l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Ce n'est pas une mince affaire, surtout dans notre beau pays qu'est la France. Le droit à l'échec ou à l'erreur, ça c'est fondamental. Vous interpellez directement le système éducatif en disant ça?
Tout à fait. Ça oui, commence très tôt. Ah, absolument. Même. Le droit, exactement. Cette culture du droit à l'échec ou à l'erreur, c'est vrai qu'elle est très, très, très liée à la culture éducative, absolument. Champ sur lequel nous commençons à intervenir de manière énorme et très intéressante. Et tout à fait, c'est très, très important, cette dimension. Et c'est là qu'elle naît, absolument. Et elle a des conséquences énormes sur beaucoup des autres facteurs. C'est vraiment un facteur très fondamental qui impacte d'autres des facteurs, comme par exemple un autre, ce qu'on appelle la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. Comment voulez-vous faire coopérer une équipe, des personnes dans une équipe, sans qu'ils se renvoient la balle l'un l'autre, la patate chaude, comme on dit, s'il n'y a pas une acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, si on se fait taper sur les doigts dès qu'on commet la moindre erreur, vous voyez ? Alors, le droit à l'échec, un autre exemple donc, aussi. Donc la co-responsabilité, la coopération, c'est un deuxième Oui, facteur. Un troisième, l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. C'est une troisième dimension. Si vous en voulez une quatrième, je vous citerai la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité, la loyauté. Et celui-là, par exemple, il renvoie à quelque chose qui est très, 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 très fréquent, enfin qu'on remarque bien de la part de dirigeants, c'est la capacité à être clair sur les intentions. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais qui font ressentir que leurs intentions sont différentes. C'est un problème de sincérité. On pourrait le dire comme ça, oui. C'est un rapport ça peut être un rapport de sincérité. Ça renvoie sur un plan éducatif, là encore, à certains types de croyances. Par exemple, des gens qui ont beaucoup ou trop lu Machiavel dans des bonnes écoles, je ne les citerai pas, dans les meilleures écoles, qui sont imprégnés d'une culture machiavélienne et qui pensent que pour arriver au sommet du pouvoir, qu'il soit politique ou autre, tous les moyens sont permis. Tous les moyens sont permis, qu'on a intérêt à manipuler les gens. Comment voulez-vous qu'ils créent une culture de confiance ? C'est pas possible. Alors, pour induire et provoquer le changement, les dirigeants ont besoin de réinstaller de la confiance dans les organisations ? Ah, j'en suis intimement convaincu. Alors, il y a des gens pour forcer l'adhésion ou en tout cas la créer ? Pour créer les conditions, c'est tellement plus facile, ça va tellement plus vite et c'est tellement plus productif, si je puis dire, et les résultats sont tellement meilleurs. Simplement, on en est à un stade aussi, je vais être humble de ce point de vue-là, on a mis en place des outils, nos outils, des baromètres de mesure de la confiance dans les entreprises, sur la base de cet arbre de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mené d'études d'impact sur la durée qui nous permettent de démontrer de manière sonnante et trébuchante en termes de KPI, comme on dit, d'indicateurs de performance, etc. Ce que le fait de mettre en place une culture de confiance dans l'entreprise permettait d'améliorer concrètement. On va le faire et il faut qu'on le fasse. Alors que on a réussi à faire ce type d'études au niveau scolaire, dans une école, dans un collège du Val d'Oise. On vient juste de sortir une étude d'impact en la matière qui est stupéfiante. Donc on est capable de mesurer cela, l'impact est considérable. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire la même chose dans l'entreprise. Voyez-vous ? Pierre Vinicky, vous êtes un des grands témoins de cette 5e édition de la Fabrique du Changement. Est-ce que ce type de séquence contribue justement à nourrir ou à rétablir de la confiance pour celles et ceux qui sont venus assister à cet événement ? Écoutez, je trouve que on va dire, l'écosystème que constitue la Fabrique du Changement, les personnes qui viennent ici ne viennent pas par hasard. Donc je pense et j'ai ressenti que les gens qui étaient là étaient des gens qui étaient en adhésion avec ce type de valeurs, de culture, d'envie de changer les choses de manière constructive. Donc c'est vrai que c'est moi mon but, c'est de passer d'un arbre de confiance à une forêt de confiance. Donc est-ce qu'une forêt de confiance nantaise pourrait éventuellement naître à partir des artisans de la confiance et de la Fabrique du Changement de Nantes? Ce serait formidable, parce que vraiment le terreau est fertile, c'est le cas de le dire, pour rester dans une comparaison, dans une métaphore arboricole. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment à cette Fabrique du Changement, une longue vie et une démultiplication évidemment qui deviendrait cette forêt que vous évoquez. Merci beaucoup Pierre Vinicky. C'est très gentil, merci de votre accueil.